Bonjour à tous et toutes. Bienvenue à ce webinaire Montréal en commun. Je me présente, Marjolaine Saint-Arnaud. Je suis conseillère en innovation au laboratoire d'innovation urbaine de la Ville de Montréal. Les webinaires ont pour objectif de mettre de l'avant des projets d'innovation qui sont supportés par la Ville dans le cadre du programme de Montréal en commun. Et ils s'adressent aux praticiens et praticiennes qui s'intéressent aux enjeux d'alimentation, de mobilité urbaine, d'expérimentation réglementaire et d'innovation technologique. Le webinaire d'aujourd'hui va permettre au collectif Récolte de présenter son projet Système alimentaire local et intégré à Montréal, qu'on va appeler aujourd'hui le SALIM, en dressant le portrait des actions menées jusqu'à aujourd'hui et en exposant les résultats d'études de cas sur l'approvisionnement institutionnel de proximité. Je vous présente nos deux panélistes aujourd'hui. D'abord, Judith Colombo, directrice gestion de projet et de processus au collectif Récolte et chargée de programme du SALIM. Je vous présente aussi Émilie Boivin-Deroy, qui est agente de projet, volet production et mise en marché du SALIM, qui travaille évidemment au collectif Récolte aussi. Juste changer de slide, s'il vous plaît. Donc, avant de laisser la parole à nos panélistes aujourd'hui, je voulais faire un petit mot de mise en contexte par rapport au programme Montréal en commun. Donc, Montréal en commun, c'est d'abord un programme d'innovation qui est créé par la Ville de Montréal en 2019 grâce au support de 50 millions qui a été octroyé par Infrastructure Canada dans le cadre du concours du défi des villes intelligentes. Le programme est porté par le Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal, le LIUM, et il permet depuis 2020 de rassembler une communauté de projets et d'acteurs pour expérimenter et développer des solutions aux enjeux de mobilité durable et d'accès à une saine alimentation en ville. Le programme propose une approche qui est collaborative, inclusive et agile pour mieux répondre aux grands défis urbains et aussi accélérer la transition écologique et la réalisation de la vision 2030. Vous pouvez en apprendre plus sur le programme, les projets et les partenaires qui sont impliqués en consultant la page web du programme sur montréal.ca et en cliquant sur le lien qui va se trouver dans le chat en bas de votre écran. Donc, vous allez avoir accès à beaucoup d'informations sur le programme et le cahier de présentation sommaire. On vous encourage également à vous abonner à l'infolettre Montréal en commun. Le lien pour s'inscrire va être également disponible sur le site web. Petite précision avant de commencer, je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation dans le Q&A qui se trouve en bas de la fenêtre Zoom. Donc, on va y revenir à la fin de la présentation. Donc, très important de mettre vos questions dans cet onglet. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Judith et Émilie. Merci beaucoup, Marjolaine. Merci, Maxime, à la technique aujourd'hui. Fait que je souhaite remercier en fait le Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal, la Ville de Montréal, de nous donner cette occasion-là de présenter notre travail aujourd'hui. On est ici pour vous présenter le programme Système alimentaire local et intégré à Montréal. Dans le fond, voici comment va se dérouler un peu la présentation. Donc, on va d'abord présenter le collectif Récolte. Je pense qu'on est une jeune organisation, ça vaut la peine de situer un peu notre action et ce qu'on fait, ce qui nous anime. Donc, on va ensuite plonger dans le SALIM. C'est quoi? On a développé une théorie du changement qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui. Et ensuite, expliquer davantage, mettre en contexte nos stratégies d'action à travers un exemple de terrain d'expérimentation dans le fond, qui est en cours en ce moment dans l'ouest de l'île de Montréal. Et ça va nous permettre de faire le pont avec les études de cas qui ont été réalisées par Émilie, qui va vous en parler un peu plus. Et on va finir par une petite invitation pour vous pour poursuivre la conversation. Et c'est sûr qu'après notre présentation, on a prévu un bon 20 minutes d'échange avec vous. Donc, on va prendre vos questions tout au long et essayer de répondre à la plupart d'entre elles, bien sûr. Voilà. Donc, pour commencer, le collectif Récolte. En fait, on décrit notre travail là, très succinctement, catalyseur de changement durable dans les systèmes alimentaires, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Dans le fond, on s'est donné comme mission, on se donne comme mission de miser sur l'intelligence collective, la mobilisation communautaire pour catalyser, co-créer des solutions locales afin de mener à des pratiques alimentaires plus durables, participer activement donc à cette transition socio-écologique qui est nécessaire à nos yeux. Voilà, on œuvre en fait avec 3 objectifs en tête: soutenir des économies locales florissantes, des communautés en santé, des environnements naturels et résilients. Dans le fond, notre nom a été choisi là, au tout début par nos cofondatrices pour marquer d'emblée l'action au cœur de notre travail, réunir, collaborer, territorialiser. Cette année, on est très, très fiers. C'est un travail de longue haleine qui était nécessaire, en fait, parce que souvent, c'était plus long pour nous d'expliquer ce que faisait et qui était récolte. Dans le fond, c'était pas facile à camper. Donc, on a quand même pris le temps, comme collectif, de réfléchir et de distiller les fondements de notre action dans un manifeste que je vais vous inviter à lire plus en détail. Bien sûr, ici, on vous présente les 6 fondements, mais chacun est bien expliqué et détaillé et soutenu par des arguments. Donc, sur notre site Internet, l'alimentation est un bien collectif avant d'être un bien commercial. L'alimentation est aussi un moteur de changement environnemental, social et économique. C'est le levier, en fait, qu'on utilise, nous, pour insuffler des changements systémiques. Nous devons retrouver la connexion avec nos aliments, les gens qui les produisent, la terre qui nous nourrit. C'est cette perte de connexion, on pense, qui est à l'origine de beaucoup de disruptions, je ne sais pas si c'est un mot en français, dans nos chaînes ou dans notre système alimentaire actuel. Il n'y a pas de solution simple à des problèmes complexes, donc on est vraiment à l'affût de faire attention aux fausses bonnes idées, aux raccourcis, donc d'où cette approche écosystémique qu'on a quand on aborde ou quand on amène une communauté ou un collectif d'acteurs à réfléchir à des solutions. C'est de bien comprendre les différentes dynamiques qui sont à l'origine du problème qu'on vise à résoudre. Personne ne doit être laissé derrière pour avancer tous ensemble et ça va de pair avec nous sommes tous les gardiens de la Terre, donc tout le monde mange, tout le monde a un rôle à jouer. Comment s'assurer d'une implication d'une grande diversité d'acteurs, autant ceux qu'on vise, c'est ça. Peu importe où tu es dans cet écosystème-là, on veut que tout le monde ait son mot à dire et qu'il soit impliqué dans cette démarche de changement systémique. Donc, voici les bases de notre manifeste. Aussi, la façon dont on explique un peu notre rôle, c'est un peu le morceau du puzzle parmi les constats qu'on faisait indépendamment, là, qu'on a fait indépendamment, les membres de Récolte, dans nos parcours professionnels, personnels, individuels. On arrivait à peu près au même constat. C'était celui que les niches d'innovation, les porteurs d'innovation sociale en alimentation étaient souvent célébrés. On mettait souvent de l'avant ces initiatives-là, mais trouvaient quand même assez difficilement les mécanismes, les leviers, les structures de soutien dont ils avaient besoin pour que ces projets-là s'enracinent bien, soient capables de se développer, se consolider et même se mettre à l'échelle SME, prendre plus de place dans l'horizon des systèmes alimentaires ou du système plus conventionnel. C'est ça. Dans le fond, c'est un cercle vertueux qu'on souhaite mettre de l'avant, amplifier, accélérer. C'est celui d'être capable d'insuffler des pratiques, des nouvelles pratiques, des pratiques plus durables au sein du système conventionnel, qui a souvent des externalités qui sont négatives autant sociales, écologiques, économiques, culturelles. Dans le fond, c'est d'accélérer ce changement-là en créant des ponts en travaillant autant à la mise en place des conditions de succès pour que les niches d'innovation puissent justement
prendre plus de place et aussi qu'il y ait un meilleur dialogue possible, un langage commun, une compréhension mutuelle, en fait, des besoins, des enjeux, puis créer des cadres d'action communs. On travaille beaucoup là-dessus. Bon, ça a l'air un peu abstrait, mais vous allez voir aujourd'hui un peu concrètement quelle forme ça prend dans notre travail au quotidien. Donc, finalement, si on veut résumer, on vise des changements qui sont systémiques et on le fait avec une approche écosystémique. Et quand je parle de ce rôle-là qu'on a, on est bien conscient qu'on n'est pas seul à le jouer. En fait, on est vraiment dans cette optique d'intelligence collective. On sait qu'il y a beaucoup de réseaux, des communautés, des écosystèmes qui réfléchissent et qui ont les mêmes objectifs que nous. Comment on travaille davantage en collégialité, en collaboration pour accélérer ces changements-là qu'on veut voir venir. Quand je parle d'autres écosystèmes, c'est bien sûr celui qui développe le secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est tout l'écosystème de soutien de l'entrepreneuriat d'impact, tout l'écosystème qui travaille à développer et améliorer les pratiques dans le secteur agroalimentaire. Donc, on est vraiment notre travail est au carrefour là, de vraiment plusieurs écosystèmes qui réfléchissent et qui souhaitent les mêmes changements que nous. Donc, c'est un peu notre travail. Aussi, je tenais peut-être à faire de prendre quelques minutes rapides pour montrer comment une petite organisation comme la nôtre, là, au début du processus là, de développer la candidature pour le défi des files intelligentes avec la Ville de Montréal, le LIUM, comment une organisation comme naissante comme la nôtre a pu prendre et finalement, de fil en aiguille, devenir porteur d'un projet d'envergure comme celui-là. Mais il faut comprendre que dès le début, dès 2018, on a accompagné une démarche qui s'appelait Fin Zéro à Montréal, puis qui a vraiment visé en 3 phases à mieux comprendre comment on orchestrait la réponse à la problématique d'insécurité alimentaire à Montréal. Donc, on a accompagné, mandaté par la Fondation du Grand Montréal, on a accompagné là, toute une réflexion collective sur des pistes d'action plus concertées et plus porteuses là, pour répondre à cette problématique-là qui est encore aujourd'hui, qui s'amplifie encore aujourd'hui, qui est encore très présente ici à Montréal et partout au Québec. Dans le fond, c'est fort des apprentissages qu'on a fait lors de la phase 3 de cette démarche Fin Zéro qui mettait vraiment l'accent sur l'approvisionnement en sécurité alimentaire, donc toute la logistique d'approvisionnement, qui est venue mettre le doigt sur quelques pistes de solutions plus structurantes, collectives, mutualisées, qui viendraient rendre en fait ces chaînes-là, dans le fond, améliorer un accès aux aliments sains et locaux à la population montréalaise. Donc, c'est fort un peu de ces apprentissages-là et de l'expertise qu'on a développée dans le cadre de ce projet-là, qu'on en est venu de fil en aiguille à répondre à un appel à projet qui a été lancé justement par la Ville de Montréal dans la foulée de vouloir mieux définir le volet alimentation de Montréal en commun et qu'il y a eu par la suite une participation active de la part de Récolte pour vraiment essayer de cerner les enjeux et les pistes porteuses. Et lors du dépôt du deuxième dépôt de candidature dans le projet qui était, dans le programme qui était déposé, il y avait le projet Système alimentaire local et intégré à Montréal qui regroupait déjà plusieurs acteurs à Montréal, qui étaient autant des organismes communautaires, des banques alimentaires, puis différents acteurs de l'approvisionnement local à Montréal. Le projet, à la base, était comment mettre la technologie, comment développer des outils numériques qui viendraient vraiment appuyer la chaîne d'approvisionnement vers les organismes communautaires. Donc, de fil en aiguille, et s'en est suivi, en fait, une phase de démarrage puis de planification du projet
Puis la phase dans laquelle on est présentement, celle de 2021 à 2023, qui est la phase d'études et de mise en place des terrains d'expérimentation, puis une phase qui s'en vient, qui va nous amener à la fin de Montréal en commun, qui est la phase de consolidation, de pérennisation, de mise à l'échelle, comme si c'est pertinent et bien sûr, voilà. Et à travers ça, j'ai voulu souligner aussi le fait qu'on travaille très activement depuis le début à définir, on s'est doté d'un cadre de mesures d'impact collectif commun avec l'ensemble des acteurs du volet alimentation. Ça a déjà, je pense, été présenté dans un webinaire précédent, mais c'est une démarche très importante qui, on l'espère, va pouvoir se pérenniser aussi pour l'ensemble, pour une continuité de mesures d'impact des initiatives qui vont dans le sens des changements qu'on souhaite voir survenir. Et puis, on apporte aussi un souci particulier à tout ce qui est captation et transfert d'apprentissage pour s'assurer que ce qui est expérimenté dans le cadre des projets du SALIM soit aussi disponible et puisse inspirer et aussi s'échanger avec d'autres expérimentations qui ont lieu ailleurs au Québec pour bâtir en fait la connaissance et l'intelligence autour des systèmes d'approvisionnement de proximité et solidaire. Donc, le SALIM, c'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver, le SALIM? En fait, on a une vision assez ambitieuse, qui est celle que les aliments sains issus d'une agriculture de proximité et écologique, si possible, soient accessibles aux personnes en situation d'insécurité alimentaire à Montréal et plus largement à tous les Montréalais et Montréalaises. Comment, dans le fond, la mission se décline un peu en deux actions principales. D'un côté, renforcer le réseau d'approvisionnement des organismes communautaires alimentaires à Montréal et en même temps, améliorer l'accès au marché pour les producteurs locaux. Par le biais, donc comment y arriver? Par le biais d'un réseau d'infrastructures physiques et numériques mutualisées, partagé ou collectif. Donc, on a bien sûr toute notre action. Encore une fois, je pense que je ne l'avais pas nécessairement dit, mais la posture de récolte dans le SALIM est celle d'accompagnateur. Donc, on veut accompagner l'émergence, la co-création de des solutions collectives et leur mise en œuvre. C'est important pour nous, vous allez le voir, on a différents projets, puis on a différents niveaux d'implication dans les projets selon la nécessité, en fait, de prise en charge au début du démarrage du projet. Donc, pour certains projets, on va être un porteur, on va être la personne qui va initier la démarche collective en s'assurant ensuite d'aller chercher les partenaires autour de la table et de construire ensemble la solution et de viser éventuellement une transition vers une prise en charge des partenaires ou des utilisateurs, des partenaires terrain ou des utilisateurs de la solution qu'on va développer. Puis dans le cas d'autres projets, c'est des projets qui ont vraiment émergé déjà, qui sont rendus à un stade de réflexion et de maturité. Les partenaires sont déjà réunis autour du projet. Puis nous, on a un rôle qui est vraiment plus celui d'accompagner les réflexions collectives, l'expérimentation, le prototypage, puis c'est ça, dans le fond, d'accompagner la mise en œuvre de ces projets-là. Donc, on adapte, en fait, notre rôle aux besoins des projets comme tels. Mais on a, donc, tout ce qu'on fait dans le cadre du SALIM, on le fait avec et pour des partenaires du changement. C'est eux qui sont, au final, les utilisateurs finaux des solutions et aussi les porteurs ou les personnes qui vont prendre en charge ces solutions-là au final. Donc, ces acteurs du changement-là, ou ces partenaires du changement, c'est d'une part les organismes communautaires avec qui on développe des solutions d'approvisionnement adaptées à leurs besoins, les producteurs locaux, producteurs et productrices locaux qui, eux, souhaitent
desservir ces nouveaux marchés-là que sont les organismes communautaires et les institutions. On travaille aussi, dans le fond, le même travail qu'on fait au niveau des organismes communautaires, on le fait avec les institutions, celui de mieux comprendre leurs besoins et de comprendre comment on peut augmenter la part de produits locaux dans leur approvisionnement. Et finalement, on travaille aussi avec les instances décisionnelles parce que ce qui est important, et ça, dans le fond, on comprend les bailleurs de fonds, l'écosystème de soutien, par exemple, et les gouvernements. Dans le fond, toutes ces instances qui peuvent aider à mettre les conditions favorables pour que les solutions qu'on développe trouvent les bons soutiens puis puissent se pérenniser aussi. Donc, on travaille directement avec les acteurs du terrain, mais en même temps à organiser puis à s'assurer que le terreau est fertile pour que ces solutions-là puissent prendre racine. Donc, on travaille à tous ces niveaux-là et avec toutes ces personnes-là. Donc, si on veut résumer un peu notre zone d'impact, on a 6 résultats qu'on vise au sein du programme et on les a comme réfléchis, là, ils sont dans une ordre de progression, donc du court terme au plus long terme de ce qu'on sent qu'il y a besoin de ce qu'on souhaite réaliser comme impact. Puis, bref, il y a comme un lien de cause à effet là, du début à la fin. Donc, d'une part, on veut développer plus de connaissances. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Bien, rassembler les connaissances qu'on a déjà, donc s'assurer de mettre en commun qu'est-ce qu'on sait déjà sur le problème, sur les différentes solutions qui sont possibles sur les enjeux qu'on a identifiés et s'assurer, si on n'a pas, si ces connaissances-là ne sont pas nécessairement disponibles, de les développer puis de travailler aussi avec le milieu de la recherche, avec le terrain aussi, d'essayer de développer les connaissances qui peuvent être manquantes pour identifier des solutions pérennes. Ensuite, on veut insuffler ou travailler à développer des modèles ou des pratiques de collaboration peut-être plus renforcées, disons, dans l'ensemble entre et avec les partenaires du changement qu'on a identifiés. On veut développer plus d'efficacité opérationnelle aussi, vraiment au niveau logistique de la chaîne. Donc, on travaille beaucoup avec des expertises à ce niveau-là, puis pour réfléchir des solutions qui vont vraiment viser une plus grande efficience opérationnelle. Réduire le gaspillage. Notre action sur le gaspillage se fait beaucoup au niveau en amont de la chaîne, réduire le gaspillage au niveau de la production, donc réduire à la source, mais aussi viser une valorisation des produits tout au long de la chaîne, mais surtout dans les étapes en amont pour s'assurer de réduire le gaspillage. Donc, on est vraiment dans cette optique-là. Puis développer davantage la production qui peut avoir lieu à Montréal ou à proximité de Montréal et au final, améliorer l'accès à des aliments frais et locaux pour la population en insécurité alimentaire qui est notre vision finalement qu'on veut réaliser. Donc, en gros, c'est ce qu'on veut faire. Comment on le fait? On a développé, en fait, c'est comme un peu un processus d'expérimentation, mais bien sûr, c'est plus chaotique que ça. Et quand on le vit dans les faits, ça n'arrive pas tous un après l'autre comme un beau cycle. Donc, ces éléments-là sont superposés, nous demandent de faire des boucles itératives, de remettre sur la table à dessin, de réfléchir souvent comment on peut améliorer les choses. Donc, ce n'est pas séquentiel, mais l'idée, elle est là. C'est, dans le fond, développer des données probantes, donc s'assurer qu'on assoit la création des solutions qu'on veut mettre en place sur des connaissances, sur une bonne compréhension des besoins des acteurs. Donc, c'est à travers un accompagnement spécialisé, un accès amélioré à toutes sortes d'expertises aussi qu'on a mobilisées autour des projets, puis qu'on met à contribution là, pour être sûr de bien comprendre
c'est ça, de développer toutes les connaissances dont on a besoin. Ensuite, on s'assure de mobiliser les acteurs autour des projets. On identifie un milieu preneur. On s'assure de l'engagement des différents partenaires. Donc, c'est les besoins de ces partenaires-là qui sont mis en commun, puis qui, dans le fond, qui inspirent en fait le développement de nos solutions. Puis là, on essaie de co-développer ensemble des modèles à mettre en place, là, à expérimenter. Ensuite, vient le moment d'expérimenter, de la phase de prototypage et de projet pilote. Donc, on s'assure, c'est ça, on lance en fait des prototypes qu'on teste puis qu'on vise à améliorer de façon itérative. On a développé aussi, donc on a un poste qui est dédié à la captation et à la diffusion des apprentissages. Donc, on s'assure qu'on soit capable de se poser les bonnes questions au bon moment dans le processus pour être capable d'orienter nos actions, d'améliorer en continu ce qu'on est en train de tester et de déjà peut-être anticiper de quoi aurait l'air une deuxième itération, c'est comme préparer la suite aussi. Donc, on est vraiment en train de créer des nouvelles façons de faire dans la chaîne d'approvisionnement. Puis, par la suite, la partie qui est très importante aussi, bien sûr, c'est celle de pérenniser ces solutions-là et peut-être de voir de quelle façon elles peuvent s'intégrer dans une vision de chaîne complète d'approvisionnement. Donc, on essaie de mettre les conditions favorables pour l'appropriation de ces solutions-là, comment elles peuvent essaimer, est-ce que ça peut être utile dans d'autres contextes auprès d'autres milieux preneurs. C'est important aussi, donc on met quand même beaucoup d'énergie à développer les partenariats, que ce soit financiers ou stratégiques autour des projets pour développer, pour s'assurer en fait que le projet va pouvoir donc développer les modèles d'affaires finalement autour de ces solutions-là là, pour assurer leur pérennisation. C'est pas évident. Là, c'est très théorique, tout ce que je vous dis. Ça s'en va dans du plus concret très, très, très rapidement. Et juste pour vous dire, on travaille vraiment de la production jusqu'à la consommation, finalement, le geste d'aller se procurer les aliments. Donc, on a des projets un peu partout dans l'ensemble de la chaîne. Puis juste pour vous dire, le Salim, c'est une douzaine de personnes qui travaillent à temps plein et qui se dédient pour réaliser ces différents projets-là. Pour répondre tout de suite à la question de Pauline, oui, la présentation va être disponible et ça va vous être envoyé par courriel. On va tout vous donner l'information. Donc, concrètement, tout ce que je viens de vous présenter qui était très théorique, comment ça prend forme sur le terrain? Ça prend la forme de 12 projets qui sont en ce moment localisés dans 11 différents arrondissements à Montréal. On n'a pas le temps aujourd'hui de vous présenter l'ensemble de nos projets. Donc, je vais vous inviter vraiment à aller consulter notre site Internet puis continuer à vous intéresser un peu à nos travaux via notre infolettre et d'autres occasions qu'on aura de les présenter. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais vraiment mettre l'emphase sur ce qui se passe dans l'ouest de l'île. Et tout ce qui a été mis en place, en fait, pour desservir des acteurs du milieu institutionnel. C'est un beau projet pilote qu'on a lancé cette année et qui montre déjà vraiment beaucoup de potentiel de développement puis de mise à l'échelle. Voilà. Ici, c'est une présentation géographique de nos projets. Une autre façon de les présenter, c'est un peu quelles fonctions où elles abordent dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des projets qui se passent au niveau plus de la production, puis de l'agrégation, traitement post-récolte, conditionnement, puis transport. D'autres qui se font plus au niveau dans les quartiers, comment on assure la distribution du dernier kilomètre, comment on agrège aussi, puis on essaie de trouver des façons de mutualiser des ressources à l'échelle d'un quartier.
On aborde un peu la transformation aussi, qui est quand même une façon de valoriser les produits puis de s'assurer qu'ils soient disponibles à l'année. Puis encore une fois, on n'a pas de projet spécifique là, qui se dédie à la gestion des déchets et des résidus alimentaires, mais la façon dont on aborde la question du gaspillage alimentaire, c'est comment on peut réduire à la source et s'assurer que l'ensemble de ce qui est cultivé est valorisé dès les premiers maillons de cette chaîne-là. Puis on a quelques projets aussi qui visent plus qui s'intéressent à l'expérience utilisateur, comme de recevoir, de quelle façon on peut améliorer l'accès ou comment je pourrais décrire ça? De quelle façon on peut c'est ça, améliorer l'accès à ces produits-là dans la dignité, en s'assurant de répondre aux besoins, autant culturels, puis de faire en sorte que l'accès à ces aliments-là soit vraiment plus intégré, en fait, dans les habitudes de consommation puis alimentaire. Oui, bon, c'est plus ou moins clair qu'est-ce que je viens de dire, mais bref, on a une action dans l'ensemble des maillons de ce cycle d'approvisionnement. Ici, intéressant. Donc, ici, ce que je souhaite faire pour le temps qui me reste, en fait, c'est de vous amener dans l'aventure qu'a été le développement du pôle, et qui est le développement du pôle logistique alimentaire de l'Ouest de l'île. Donc, pour débuter cette histoire-là, je dois vous parler du bassin nourricier de l'Ouest de l'île. On a fait une publication qui s'appelle « Produire pour l'île, sur l'île et pour l'île » qui vise vraiment à mettre plus de lumière ou attirer plus l'attention sur ce qui se passe dans l'ouest de l'île au niveau de sa capacité à répondre à une bonne partie des besoins en aliments, en fruits et légumes sains pour tout le réseau de la sécurité alimentaire. Donc, pour vous donner une idée, il y a 100 hectares en ce moment qui sont en jachère et qui pourraient quand même assez facilement être remis en culture. Il y a une communauté incroyable. Il y a vraiment une grande expertise qui est déjà dans l'ouest de l'île au niveau de la production alimentaire. Bien sûr, il y a comme une grande communauté de producteurs. Il y a aussi une belle mobilisation des gouvernements locaux. Donc, on parle de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, on parle de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, de la ville de Senneville, qui sont très mobilisés qui sont vraiment prêts et qui comprennent en fait l'importance des pratiques agroalimentaires dans l'ouest de l'île de Montréal. Une demande croissante pour les produits locaux et durables, puis une forte résonance en ce moment de ce projet-là dans l'ouest de l'île avec les priorités d'action de plusieurs cadres et politiques en vigueur. Donc, il y a vraiment un momentum qui se passe en ce moment dans l'ouest de l'île pour développer davantage le secteur bioalimentaire. Les freins qui sont identifiés, en fait, pour le faire en ce moment, c'est le gros frein, c'est le manque en capacité actuelle qui freine la production. Donc, il y a peu ou pas d'entreposage dont disposent les producteurs dans l'ouest de l'île, qui sont beaucoup des projets en économie sociale. Donc, on parle de Détroit-Pierre, qui est une entreprise d'insertion. On parle du Centre Paul Roulant, qui sont tous les deux, en fait, des OBNL. Il y a aussi des producteurs... il y a aussi des entreprises privées, disons, qui sont là. Mais le constat commun, c'est vraiment le manque en capacité d'entreposage à plus long terme, donc jusqu'à l'hiver, puis de traitement post-récolte, de transformation primaire qui pourrait permettre de rendre davantage disponibles les produits cultivés à Montréal pour différents marchés.
là, bien sûr, c'est ça. Donc, il y a différents freins auxquels fait face cet écosystème-là. Il y a des pertes et gaspillages alimentaires post-récolte. Il y a aussi une grande implication, en fait, de la Ville de Montréal, parce que la plupart de ces terres-là appartiennent à la Ville de Montréal. Depuis longtemps, la Ville de Montréal est engagée dans la revitalisation des terres de l'ouest de l'île, mais il reste qu'il y a un arrimage qui est un peu difficile entre l'ensemble des instances qui sont décisionnelles et ou des parties prenantes dans ce projet-là. Donc, il y a davantage de concertation puis d'espace de collaboration à mettre en place. C'est ce sur quoi on travaille en ce moment. Il y a aussi des enjeux logistiques qui freinent les marchés de proximité, donc l'accès à des outils de gestion au niveau des technologies de l'information qui sont des fois peu adaptés ou difficilement accessibles en français pour la réalité de ces marchés-là. Il y a un enjeu de transport. Bien sûr, on est sur l'île de Montréal, mais c'est quand même loin. C'est quand même assez isolé à la pointe ouest de l'île. Donc, il y a vraiment des solutions de mobilité à développer pour assurer une meilleure fluidité là, de transport pour ces aliments-là. Puis la disponibilité et la mobilité de la main-d'œuvre, comme dans tous les secteurs, mais ça vaut quand même la peine de le nommer. Ce n'est pas un secteur qui est facilement accessible en transport en commun non plus. Puis c'est aussi tu sais, dans le fond, tout ce secteur-là, c'est un joyau de la Ville de Montréal. Ça fait longtemps que la Ville réfléchit à comment donner plus accès aux citoyens aussi à ce parc agricole, notamment le parc agricole du Bois-de-la-Roche et celui du Cap-Saint-Jacques, là, qui sont vraiment des bijoux de nature et des fenêtres vers le monde agricole en ville. Donc, c'est quand même précieux. Donc, ça, j'en ai parlé. Donc, la culture et des structures de collaboration à renforcer. Je vais laisser Audrey Renaud, directrice du regroupement Partage, vous expliquer dans ces mots l'importance du projet de pôle logistique. Est-ce que vous entendez? C'est très bas, le son. Ah. On n'entend pas vraiment. Je dis peut-être te monter un peu de ton ordinateur. Oui, j'essaie une dernière fois, puis sinon, je vais laisser tomber. D'élaborer là-dessus, mais c'est un enjeu pour nous aussi. Parce qu'en fait, avec la quantité de récolte qu'on fait actuellement, on parle d'à peu près de 3,5 hectares de terre qui est utilisée sur une possibilité de près de 16. La raison pour laquelle on ne peut pas aller plus loin, c'est qu'on n'a pas l'espace nécessaire, un espace réfrigéré pour garder la chaîne de froid. Donc, pour ceux qui sont plus familiers avec la chaîne de conservation des aliments, donc pour les légumes longue conservation, ça prend une certaine chaîne de froid pour pouvoir les conserver longtemps et pouvoir les distribuer à ces familles-là de façon régulière et ce, à l'année. Voilà, donc je vais accélérer un peu parce que je viens de voir l'heure. Donc, pour pallier un peu à ces enjeux-là et pour essayer de développer un peu plus tout le potentiel agricole qu'il y a dans l'ouest de l'île, il y a différents acteurs, là, il y en a plusieurs que j'ai déjà nommés, mais notamment, il y a les Jardins Caria, la ferme du Roulant, des Trois-Pierres et Regroupement Partage qui gère ou mène le projet Cultiver l'espoir sur les terres du Bois-de-la-Roche, qui ont présentement constitué un nouvel OBNL pour développer un pôle collectif d'agrégation puis de redistribution alimentaire vers des marchés à Montréal. Donc, le projet se divise un peu en deux phases. Il y a un pôle virtuel qui est déjà en fonction, dont il y a déjà des activités qui ont des prototypes ou des projets pilotes qui ont été lancés dès 2021, en fait. Donc, on parle d'une mise en marché collective pour les 4 producteurs, une plateforme commune pour la gestion des commandes et de la facturation, puis un camion partagé.
Puis, d'autre part, on travaille à plus long terme sur un projet de pôle physique, donc une infrastructure, un bâtiment qui pourrait permettre l'entreposage puis le traitement post-récolte des produits et auquel viendraient se greffer, bien sûr, des outils de gestion intégrés puis des pratiques de collecte de données qui permettraient la mesure de performance puis l'impact de nos activités. Ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà, en fait, pour nos activités dites virtuelles, mais qu'on va amplifier là, quand il va y avoir cette infrastructure-là. Donc, on cherche un site, entre autres. C'est la prochaine étape, de trouver le bon site parce que les partenaires tout est pas mal... voyons, c'est ça. Les partenaires sont mobilisés, donc on est en train de progresser aussi sur cette phase 2 en ce moment. Rapidement, je vous ai déjà parlé des étapes franchies. Donc, on a constitué l'OBNL, on a créé, donc, on est en train, les premiers mandats ou les mandats qui sont en train d'être mis en place en ce moment, c'est celui de localiser l'emplacement du futur pôle physique, démarrer des projets pilotes pour les solutions co-construites. On est déjà à l'année 1 des projets pilotes, puis on prépare les prochaines itérations. Mettre en place une structure de gouvernance et des processus administratifs et opérationnels qui fonctionnels puis qui permettent, dans le fond, au pôle de bien démarrer, de bien faire son démarrage d'entreprise, développer des partenariats stratégiques, que ce soit du financement pour le pôle physique ou pour les opérations des premières années, développer des liens d'affaires, donc développer les marchés. En fait, donc cette année, on a desservi 8 institutions, finalement, autant des CPE que des institutions de santé. Et on a généré des revenus à peu près à la hauteur de 35 000 On vise pour l'année prochaine, en fait, de tripler autant les revenus que le nombre, de tripler les revenus, puis d'augmenter à peu près à 12 ou 15 le nombre d'organisations, le nombre de clients, en ajoutant aussi des organismes communautaires, notamment les organismes de l'Ouest de l'île. Donc, c'est un peu ce qu'on vise à faire. Donc, ouais. Je vois que le temps avance. Je vais finir bientôt. Donc, s'inscrire dans la pérennité, ce qui va être important pour la suite, en fait, ça va être de bien ancrer pour vous donner une idée, au Québec, en ce moment, il y a beaucoup de ces pôles logistiques alimentaires qui voient le jour dans différentes régions du Québec. En ce moment, il y a une démarche qui est menée par le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité pour étudier davantage puis développer des outils spécifiques de développement pour ces pôles logistiques en alimentation. Donc, le collectif Récolte et via son travail sur le Salim est partenaire de cette démarche-là et on veut vraiment être capable de développer des outils concrets, mieux comprendre les facteurs de pérennisation de ces structures-là et continuer notre accompagnement, un accompagnement ciblé, soutenu pour ces entreprises collectives-là dans l'avenir. Donc, c'est ce qu'on fait. Là, je vais passer la parole à Émilie pour qu'elle puisse vous présenter le travail qu'elle a fait. Oui, merci Judith. Alors, rapidement, en fait, ça va être une mise en bouche. En fait, le rapport complet va être disponible. En fait, je vais vous partager les informations qui sont déjà disponibles, qui sont publiées sur notre site Internet. Le rapport complet va sortir demain, notamment. Alors, ça va être une mise en bouche, des résultats quand même transversaux aux études de cas qui ont été effectuées dans le cadre de mon stage au niveau de la maîtrise, qui s'intitule « Modèle d'approvisionnement institutionnel en circuit court et de proximité ». Le besoin, en fait, de ce projet de recherche est vraiment venu de constat, en fait, d'une problématique de départ, de constater que les circuits courts et de proximité étaient peu développés, en fait, avec les acteurs institutionnels et qu'il y avait vraiment des biais de perception, autant au niveau des services alimentaires des institutions, mais aussi au niveau des producteurs. Donc, l'objectif principal de la recherche était vraiment d'identifier les facteurs d'accessibilité, mais aussi les conditions de succès pour le développement de ce type de circuits et leur pérennisation dans le milieu institutionnel. On a plus spécifiquement regardé le secteur alimentaire des fruits, légumes et finis et frais
Par contre, on a eu la chance, en fait, d'avoir des données au niveau des grossistes pour le paré et le congelé, qui nous a permis de faire des belles comparaisons, en fait, et de voir les possibilités d'amélioration au niveau des achats de proximité. Au niveau des secteurs institutionnels visés, c'est plus spécifiquement les services de garde éducatifs, on fait les CPE, et les secteurs de la santé et des services sociaux avec les hôpitaux. Au niveau des sous-objectifs, alors le premier objectif était de rendre le marché institutionnel plus accessible pour les producteurs de proximité. Le deuxième était de présenter en fait des modèles à suivre pour les institutions publiques et privées et de réunir les outils et ressources actuellement en place. Notamment, cette partie a été faite avec la revue littérature du projet de recherche. Le troisième sous-objectif était vraiment de mieux comprendre le milieu institutionnel en matière d'attente en ce qui concerne les volumes, la variété des produits et plus encore. Notamment, c'était un besoin qui avait été identifié avec les producteurs sur lequel on marchait sur avec lesquels on travaille en fait sur les différentes initiatives du SALEM. Au niveau des modèles observés, alors le premier était le CHU Sainte-Justine, le CHUM, le CPE Le Sablier et CPE Le Jardin des Frémousses. Sans rentrer dans la méthodologie en détail, nous avons en fait aborder dans les entretiens, en premier lieu, l'émergence du projet, les capacités budgétaires nécessaires à ce type d'approvisionnement, la relation avec le ou les producteurs, l'organisation et planification de la saison, les prises de décision et gestion du service alimentaire, l'organisation du travail, les retombées de l'initiative pour terminer avec la perception de l'environnement. Donc, en fait, au niveau des résultats transversaux, l'étude a vraiment permis en fait, de déterminer des conditions de succès à ce type de circuit avec le milieu institutionnel. En premier lieu, et je vais les passer quand même rapidement, alors prendre le temps de trouver son maraîcher de proximité, quantifier ses approvisionnements alimentaires et mettre en place des outils de suivi pour la quantification dans les services, approcher des organismes de soutien et de maillage, notamment équitaires au niveau de l'accompagnement, l'ITHQ aussi dans le cadre de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, plus communément appelée la SNAC, qui a été mandatée par le gouvernement, et Aliments du Québec, autrement pour la quantification. Approcher des organismes de soutien, maillage, comme j'ai mentionné, aller vers des programmes de financement pour débuter ou mettre en place un poste de responsable en achats locaux et de proximité. C'est un besoin particulièrement identifié dans les hôpitaux, en fait, en lien avec la pénurie de main-d'œuvre et la charge de travail qui était en grandissant, établir une relation de confiance avec le maraîcher, avoir une excellente communication entre les acteurs, bien identifier les besoins et attentes de chacun dès le départ de la mise en place de cet approvisionnement, faire des rencontres de planification de la saison. Ça, c'est un besoin aussi identifié au niveau des producteurs sur le terrain. En fait, c'est une rencontre qui se déroule généralement à l'hiver, qui permet à l'institution en fait, de soumettre ses besoins au niveau de la diversité, mais aussi des volumes, et le producteur vient à ajuster en fait ses récoltes en lien avec cette évaluation. Et pour terminer, en fait, les responsables en alimentation détiennent une bonne autonomie. Ça a aussi permis en fait, de faire de nouveaux constats en lien avec la recherche préliminaire que nous avions fait. C'est la présence en fait d'une conjoncture pour le développement de ce type d'initiative en lien avec la politique bioalimentaire du gouvernement, la SNAC comme mentionné précédemment, et aussi des fonds en fait alliés donnés par le gouvernement pour la relance d'après-pandémie. Les paniers pour les employés et les parents sont vraiment une option intéressante pour augmenter les volumes d'achat en lien avec l'enjeu des minimums de commandes exigés par les producteurs pour que ça demeure rentable en fait pour eux pour se déplacer. La réglementation demeure un enjeu de taille pour les organismes publics, particulièrement les institutions d'envergure, telles le CHUM, une pénurie de main-d'œuvre qui demeure un défi, un manque de fruits et de légumes parés et congelés des maraîchers de proximité qui est offert actuellement, un besoin criant de la part aussi des institutions pour connaître en fait l'offre détaillée des maraîchers de proximité, qui est un enjeu notamment en lien avec le temps que les services alimentaires détiennent, alliés avec une pénurie de main-d'œuvre. Ces deux derniers points, je vais revenir un peu plus en détail par la suite. Ça a aussi, en fait, permis de déconstruire des mythes, en fait, que les budgets dédiés aux fruits et légumes frais, au niveau légumes frais, ainsi que biologiques, n'ont pas eu à être augmentés nécessairement dans les services alimentaires. L'adaptation de l'offre des maraîchers leur a permis pour la majorité d'avoir une grande diversité de fruits et légumes et des formats qui étaient vraiment adaptés aux institutions. En moyenne, les institutions se sont approvisionnées de 4 à 5 mois avec les maraîchers. La communication est facile et fluide et les livraisons sont suffisamment fréquentes.
Donc, toutes ces données de cette recherche préliminaire, bien, cette recherche, en fait, a vraiment permis d'appuyer les données que nous avions terrain avec les différentes initiatives du SALIM, notamment appuyer la pertinence des pôles logistiques alimentaires en lien avec les différentes fonctions de ces pôles, notamment en lien avec l'agrégation. Ça permet en fait aux producteurs d'offrir un plus grand volume à des institutions qui en exigent des quand même conséquentes. Au niveau en fait des producteurs aussi avoir des outils au niveau de l'entreposage réfrigéré et la distribution avec la mutualisation. Au niveau de la transformation, alors d'offrir plus en fait de paris et de congelés aux institutions, qui est encore un enjeu malgré le succès de ces modèles actuellement. Une mise en marché simplifiée, alors permettre à une adéquation plus facile entre l'offre et la demande au niveau des producteurs et des institutions. Et pour terminer, un service à dimension sociale, incrémental, bon, collectif récolte. Donc, vous pouvez voir en fait les liens avec les différents projets du SALIM, tant au niveau du prototype de mise en marché collective et plus largement en lien avec le pôle logistique alimentaire de Boseville. Donc, rapidement, je vois le temps passer. Au niveau, en fait, je vais vous inviter à aller lire plus amplement le rapport complet qui va sortir demain. Je vous ai partagé aussi les fiches synthèse dans le chat et la rediffusion de notre webinaire qui s'est déroulé en septembre dernier dans le cadre de la semaine des institutions Mange local. Bien, merci beaucoup à vous deux. Est-ce que tu avais terminé, Émilie? Oui? Bien, je vais laisser la parole à Judith un petit moment. D'accord, bon. Parfait. Oui, en fait, tout ce que je veux dire, c'est qu'on vous invite vraiment chaleureusement ce qu'on a appelé les rendez-vous de l'approvisionnement local et solidaire. Il va y avoir un premier webinaire le 6 décembre. Puis en fait, ça va être sur tous les sujets qu'aborde le SALIM, donc le transport collectif, le transport mutualisé, différentes solutions de mutualisation, la gouvernance collective. Il va y avoir comme différents sujets qui vont nous amener tout au long de l'hiver, à peu près un webinaire par mois, à toucher, à partager des expériences, puis à réfléchir à comment mettre sur pied des solutions pérennes autour de la mutualisation de l'approvisionnement. Parfait. Bien, merci beaucoup à vous deux. C'était vraiment intéressant d'en apprendre plus sur le SALIM. Pour les minutes qui nous restent, il nous reste très peu de temps. On va répondre aux questions qui sont posées dans le Q&A. Puis, on s'excuse à l'avance, on n'a pas le temps de tout couvrir, mais on va vous répondre par écrit à tout le monde par la suite. Oui, fait que dans le fond, on va y aller un peu dans l'ordre, hein, mais c'est ça. Dans le fond, on va s'assurer, c'est ça, de vous répondre par écrit. Donc, la première question, c'était dans le fond, est-ce que d'autres villes devraient adopter ce modèle? Faites-vous alliance avec d'autres villes à proximité de Montréal? Je l'ai dit un peu qu'il y avait cette démarche-là avec le CQCM qui s'amorçait puis qui visait vraiment à développer des cohortes de pôles logistiques alimentaires qui réfléchissent à des solutions de financement. Donc, oui, il y a un travail de collaboration puis de partage d'expériences qui se fait avec d'autres villes. Il y a aussi, via le TIEF, Territoire innovant en économie sociale et solidaire, un projet qu'ils ont déposé, c'est de faire des études de cas, de différents cas de pôles logistiques alimentaires dans différentes régions à Montréal. Nous, on serait un des cas qui serait étudié aussi. Donc, oui, on travaille à s'assurer qu'il y ait un partage d'expérience avec d'autres villes. On pourrait le faire plus, j'imagine, mais c'est déjà inclus dans notre projet. Il y a une question sur la mesure d'impact qui demande quelles actions posez-vous pour favoriser un climat de confiance entre les partenaires pour la mesure d'impact du SALIM? Quel est l'intérêt de chaque partenaire de participer à la mesure d'impact? C'est une excellente question. En fait, je vais répondre peut-être aussi à la question un peu plus loin qui demande de quelle façon les personnes en insécurité alimentaire sont impliquées dans le projet, quel pourcentage de la population est visée, comment ces personnes-là participent au SALIM. En fait, comment nos partenaires du changement, vous avez vu, il n'y a pas
la population ou les citoyens ou les personnes en insécurité alimentaire nécessairement identifiés comme nos partenaires de changement. Notre action, comment on le voit? Nous, on considère que les experts ou les personnes qui ont le lien le plus direct, le plus riche, qui comprennent le mieux et qui impliquent déjà beaucoup dans leur pratique les personnes en insécurité alimentaire, c'est nos partenaires communautaires avec qui on travaille pour développer les solutions. Donc, c'est eux qui identifient leurs besoins, puis qui sont un peu, dans le fond, qui s'assurent de tisser les ponts jusqu'à la population qui est desservie au final par nos solutions. Dans le fond, dans le cadre de notre mesure d'impact, les partenaires qui participent activement à la mesure d'impact, ce sont nos partenaires du changement, donc les organismes communautaires, les institutions, les producteurs. Dans le fond, comment on favorise, c'est que premièrement, on en parle dès le début de notre partenariat ou de notre collaboration avec eux. Non seulement on leur montre un processus très, très clair, les étapes, l'échéancier et la portion qui leur appartient ou leur implication, en fait, c'est très détaillé, défini dès le départ. Donc, eux, ils s'attendent. Dans le fond, nos partenaires savent exactement à quelle fréquence on va les solliciter, de quelle façon on va solliciter leur input pour collecter les données. Et bien sûr, on établit avec eux de quelle façon on va utiliser la mesure d'impact pour aider au soutien de la pérennisation du projet, aller chercher les partenariats financiers ou les soutiens financiers nécessaires. Donc, il y a une information qui est transmise dès le départ, puis une compréhension, en fait, de l'importance de cette mesure d'impact, ce à quoi elle va servir. Donc, c'est avec une communication très ouverte sur le pourquoi et le comment et de la mesure d'impact qu'on arrive à le faire. On termine notre première collecte de données quantitatives là, sur la mesure d'impact. On a rencontré presque nos 34 partenaires, puis ça s'est très bien passé. Puis je pense que c'est parce qu'on a préparé en amont de cet exercice de collecte de données. On a vraiment bien préparé les partenaires à cette participation-là. Ça répond à la question. Merci beaucoup, Judith. On va devoir malheureusement clore le webinaire aujourd'hui, mais on a pris en note toutes vos questions. On va vous répondre à chacun d'entre vous à toutes vos questions. Donc, bien désolé, mais le webinaire doit se terminer vers 13 h. Donc, petit mot en terminant, toutes les personnes qui étaient présentes et inscrites au webinaire vont recevoir un accès à l'enregistrement, puis vont recevoir aussi la documentation associée au projet. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, évidemment, on va répondre à vos questions. Vous pouvez également nous contacter si vous voulez plus d'informations. J'en profite pour vous inviter au prochain webinaire qui aura lieu le 30 novembre prochain. La RTM y présentera des solutions de mobilité intégrées pour la grande région de Montréal. Pour terminer, je veux remercier à nouveau nos deux panélistes pour votre excellente présentation et votre générosité. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui pour votre intérêt. Donc, je vous souhaite une belle journée et au plaisir de vous croiser. Merci. Merci beaucoup.